Nous sommes à la Brasserie des Ondes, près de la Maison de la Radio, et je profite de votre passage, Jean Lavoué, pour faire ricocher avec vous. Jean Lavoué, bonjour. Bonjour, Jeanne. René Guicadou, La fraternité au cœur, votre livre. Est-ce une rencontre de Bretons, une rencontre de poètes, de fraternité, de sorciers? Un peu tout ça. René Guicadou, c'est vrai, il est d'un département qui aujourd'hui ne fait plus partie de la Bretagne, mais moi je le considère vraiment comme de cette terre voisine d'ailleurs de la Loire inférieure au moment où il a vécu, devenue la Loire Atlantique. Donc c'est un Breton. C'est bien sûr un sourcier, quelqu'un qui a été sans arrêt à la recherche des sources de son existence. Et donc c'est un peu tout ça que j'ai voulu faire vibrer dans cet écrit. Le côté un peu mystique parfois de René Guicadou, était-ce un point de rapprochement pour vous faire écrire ce livre, pour aller vers ce livre? Oui, sans doute. Mais ce qui m'a surtout plu et touché dans son œuvre, c'est ce côté, je dirais, non religieux. C'est ce côté d'un homme. J'ai beaucoup parlé des hommes en exode comme Sullivan, Perros, où lui, je le mets vraiment dans cette grande fraternité de ceux qui ont cherché, tout en ayant quitté les rives d'un monde structuré, on va dire, par une culture religieuse, mais lui était de culture laïque, mais dans un environnement totalement imprégné de cette dimension-là religieuse. En fait, il est un homme de la sortie et de l'expression, de la quête de sens, qui est tellement celle de nos contemporains aujourd'hui. Donc, on va dire 70 ans avant la période que nous vivons, il avait ce don de ne pas lâcher la question, par exemple de l'absence, on va sans doute en reparler, la question du sens de la vie, de la mort, etc. Mais sans s'encombrer pour autant du rituel religieux, mais sans lâcher ce qui pouvait, dans notre culture et dans notre civilisation, être porteur de sens, quoi. Alors moi j'ai une question, Jean. Vous êtes croyant, et en même temps j'ai l'impression, pas vous seulement, tous les croyants en quelque sorte, aujourd'hui on préfère ne pas trop utiliser des mots religieux comme pour ne pas effaroucher. Donc on utilise des mots comme fraternité, gratitude, solidarité, mais quelque part ces mots gardent un parfum d'encens. Je dirais un parfum d'évangile, voilà. de parole libre, et c'est parce que cette parole a été souvent tellement cadenassée, en fait, tellement encombrée de choses superfétatoires, de dimensions, de rituels, etc., qu'on a fini par en perdre le poème, par en perdre la vibration. Et moi, ce qui me fait vibrer, on va dire, c'est des œuvres comme celle de Cadou, qui sont uniquement dans le poème, dans ce qui est porteur de cette dimension, fraternité, comme vous dites, humanité, amour en général, tendresse pour l'humain, et ça, pour moi, c'est le cœur de cette parole, effectivement, qui depuis 2000 ans n'a cessé de vibrer, mais qui, depuis 2000 ans, a été largement encombrée aussi. Vous avez parlé d'évangile, vous aviez écrit en 2013, je crois, l'Évangile en liberté. Est-ce que l'Évangile en liberté, c'est quelque part l'Évangile affranchi des dogmes de l'Église? C'est l'Évangile en exode. Alors c'était un hommage à Jean Sullivan, fondamentalement à l'occasion du centenaire de la naissance de Jean Sullivan. Donc aujourd'hui c'est le centenaire de la naissance de René Guicadou. Et c'était vraiment célébrer ce que lui avait entrevu, lui homme de l'intérieur, homme de l'institution, homme d'église, et en même temps luttant toute sa vie pour s'affranchir en fait du cadre clérical, on va dire, mais dont il était fondamentalement un clerc qui cherchait à s'affranchir, et cette voie d'exode m'a toujours beaucoup touché chez lui,
parce qu'elle rejoignait aussi Oui. la culture d'imprégnation familiale, etc., dont j'étais, comme beaucoup, à cette génération marquée. Et on a eu besoin d'hommes comme lui. Oui. Aujourd'hui, je dirais, cette affaire-là est un peu terminée, quoi. Oui. On est tous un peu dehors, Oui, quoi, oui, à part oui. une minorité qui tient un peu les cadres référentiels. Pour l'essentiel, on est au dehors. Oui. Et là, on a besoin de voix du dehors qui nous disent en même temps cette vibration de la parole. Et Cadou, bien avant aujourd'hui, était pour moi une figure exemplaire de cela, quoi. Très souvent, presque chaque matin d'ailleurs, et cela nous enchante, à commencer par moi, vous nous offrez un poème avec souvent le lieu et la date où il a surgi en vous. Ça me touche beaucoup personnellement de voir le lieu et la date quand il a surgi. Est-ce que les mots, il faut les disperser pour faire ce maison? Alors ça fait partie, c'est l'une des Oui, voies de laisser circuler cette parole qui nous habite, et cette parole délivrée et qui peut libérer aussi, quoi, si on est au plus près de l'endroit où elle surgit. C'est vrai que pour moi, c'est comme une terre de naissance, quoi. Oui. Ces moments où le poème est accueilli. Bon, il y a eu une période où je marchais tous les jours et j'accueillais là allègrement presque chaque jour. Aujourd'hui, où la marche est devenue pour moi plus exigeante, plus compliquée, difficile, en fait, c'est dans d'autres circonstances un peu moins fréquentes, mais avec la même jubilation quand cette parole est donnée, quoi. Est-ce que le corps en souffrance, n'importe quelle que soit la souffrance, c'est pas spécialement une souffrance physique, est-ce qu'il devient une caisse de résonance de l'âme? Je veux dire, où commence la méditation de la parole? Parce que quelque part, c'est une méditation de la parole, ou je me trompe peut-être? Oui, alors il se trouve que ce livre consacré à René Guicadou, bon, je pense que je le portais depuis longtemps, mais c'est il y a 4-5 ans que j'avais entrepris de l'écrire en allant recueillir des correspondances inédites que je suis très heureux de partager dans cet ouvrage. Et donc c'est venu cette année, c'est venu, en fait j'avais commencé mais laissé de côté, et c'est venu cette année après cette traversée de 2 années particulièrement exigeantes sur le plan de la santé, comme vraiment 3 mois de grand bonheur, quoi, entre le début juin et la fin août. Vraiment d'une nourriture intérieure donnée et qui n'est pas sans rapport bien sûr avec cette souffrance traversée, quoi. Est-ce que vous êtes dans la méditation de la parole? Est-ce que la poésie, pour vous, même d'une façon totalement laïque, est-ce que c'est une méditation de la parole? Oui, bien sûr, hein, bien sûr, les lectures, mais aussi les partages avec des amis. Alors je dis souvent sur le poème évangélique, il m'arrive de retrouver des personnes à temps plus ou moins régulier pour célébrer entre nous les résonances que cette parole réveille. Et donc il y a une sorte d'habitation permanente de ce que j'ai appelé le poème évangélique tout à l'heure, mais que j'ai joie à retrouver dans des œuvres ou des personnes qui peuvent en être le plus éloignées possible à première vue, mais qui justement sont les lieux de la révélation, du dévoilement. Oui, oui. Nous sommes un peu dans un endroit bruyant, mais c'est pas grave. Les personnes qui vont nous écouter vont nous pardonner. Nous avions eu un rendez-vous de jeunes en 2018. En 2019, vous avez reçu le prix Yves Cosson de la poésie. Mais qu'est-ce qui a changé en Jean Lavoué depuis cette date, à part le fait, parce que je fais des ricochets entre vous et votre livre sur Cadou? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire? Alors, ce prix Yves Cosson que vous évoquez, bon, ça a été comme une confirmation, enfin une joie que cet ami proche exactement de la même génération que René Guicadou, qui l'a connu, donc très jeune, avant la mort prématurée de René Guicadou, a aussi consacré sa vie à l'écriture, à l'enseignement, à l'université de Nantes, avec voilà cette fibre fraternelle. En voilà encore un frère de Cadou, et de recevoir ce prix alors que les personnes qui me l'ont attribué ne savaient pas forcément ce projet que je portais et que du coup j'ai pu accomplir depuis. Pour moi, voilà, c'est une grande joie et une grande confirmation. Votre écriture, vos poèmes, me font penser à cette âme muette que vous tentez de faire parler, pas la vôtre parle, mais peut-être de faire résonance en nous
en nous alertant qu'il y a une âme qui peut-être, il faut l'écouter, l'entendre. Qu'est-ce que l'âme muette, qu'est-ce que vous pensez, vous? Alors, bon, dans ce livre sur René Guicadou, bon, elle résonne beaucoup, je dis, de l'absence de son frère aîné qu'il n'a pas connu. Donc, il y a des âmes muettes qui parlent. Il y a beaucoup de morts autour de lui. Alors, autour de lui, hein, son frère Guy, mort 8 ans avant sa naissance, sa mère quand il a 12 ans, son père quand il a 20 ans, et la destruction de sa maison familiale juste après la rencontre avec Hélène. Donc la rencontre c'était en juin 43, je crois que c'est en début 44 que la maison familiale est détruite par des bombardements. Donc on peut dire c'est un homme qui a tout perdu, quoi. Qui a tout perdu. Il rencontre Hélène, il a rencontré aussi, on va dire, la totalité, quoi, dans cet amour qui va être assez fusionnel avec Hélène. Et c'est de cette rencontre que n'est pas l'œuvre, parce qu'elle avait commencé dès l'âge de 16 ans, il a un premier recueil, Brancardier de l'Aube, qui est publié, mais à partir de la naissance d'Hélène, on sent que toute la mélancolie qui l'imprègne est comme transfigurée, sublimée par cet amour, et voilà, il va nous délivrer, alors qu'il est malade, ses plus beaux chants, quoi. Je voulais vous poser une question un peu personnelle, pardonnez-moi, mais vous avez été quand même, vous êtes arrivé très loin dans un chemin de souffrance, jusqu'à presque côtoyer la mort. Et heureusement, vous allez beaucoup mieux, mais jusqu'à un croyant, jusqu'à quelle limite garde-t-il l'intime conviction de sa foi? Est-ce qu'il a des doutes? Alors, parce que même le Christ a des doutes. Oui, et c'est ce qui me touche aussi chez René Guicadou, c'est fondamentalement un homme de doute, quoi. Hein. Oui. Et aujourd'hui, moi je crois que qui peut se sentir délivré du doute existentiel, du doute sur vers où nous allons, sur où va notre planète, où va notre humanité, etc. Vraiment, ça fait partie, et c'est là encore que René Guicadou est une figure pour aujourd'hui, parce que son doute existentiel rejoint, j'allais dire, notre agnosticisme, notre inconnaissance foncière du fait de tout ce dans quoi on est immergé aujourd'hui. Et c'est dans le cœur de cette inconnaissance-là que vibre encore parfois cette parole, cette lumière, cette flamme, ce magnifique témoignage d'un amour exceptionnel entre René et Hélène, quoi, hein, qui nous fait vibrer encore aujourd'hui. Il est préférable de ne pas chercher à pénétrer trop profond dans ma vie. Derrière le clapotis des yeux, il y a trop de naufrages, trop de vagues refermées sur des bourgeons naissants. C'est René Guicadou qui le dit. Et Jean l'avoué, derrière le bleu clair de vos yeux. Quel clapotis, quel naufrage. C'est une question intime à vous. Oui, oui, bien sûr, hein, il y a des naufrages, hein, ça fait partie de notre condition humaine, de notre existence. Bon, j'évoque en 2-3 lignes simplement ce qui résonne pour moi dans mon existence en lien avec cette quête du frère chez René Guicadou, la mort accidentelle d'une sœur à 20 ans qui se trouvait être née en 51, donc l'année de la mort de René Guicadou, juste 9 mois après sa mort. Donc il y a pour moi depuis longtemps, voilà, du côté des signes, des confirmations intuitives, intimes, il y a des choses qui sont reliées, comme ça l'était avec Sullivan, pour d'autres raisons. Là, il y a quelque chose de très intime qui se noue entre la vie, la poésie de René Guicadou, la naissance et la mort de ma sœur. Et ce naufrage-là, c'est vrai qu'il a été porté pendant des années, il a été à des moments transfiguré avec une sorte d'évidence, et puis le brouillard ou l'ombre est revenu. Et la poésie reste un chemin de travail, on va dire, de labour, pour retrouver parfois la lumière, quoi. Nous avons l'impression de vous connaître. Je crois plutôt que vous nous êtes familiers. Et je le dis avec beaucoup d'amitié et d'affection. Mais Jean l'avoué, si je devais avouer Jean, qu'est-ce que vous auriez à nous dire? Qui est Jean l'avoué? Si vous deviez vous-même le côtoyer, vous le côtoyez, puisque c'est vous, qui est Jean l'avoué? Oui, je sais pas, je dirais c'est un humain avec ses doutes, pour reprendre, avec ses incertitudes, ses questionnements, son cheminement qui a été professionnel, aujourd'hui qui est
dégagé de la vie professionnelle et plus dédié à l'écriture, au partage aussi d'autres écrits à travers le métier d'éditeur, mais Oui. on va dire tout ça, ça reste quand même dans une extériorité, quoi, qui est importante, quoi, hein, qui fonde et qui marque notre existence. J'aurais tendance à dire que si j'écris, c'est pour être au plus près de cet inconnu qui m'habite et qui, je sens, est porteur de cette foi et de ses doutes, et qui cherche la lumière et qui cherche des raisons d'espérer, et qui parfois les trouve. L'écriture et de partager ces raisons d'espérer dont l'écriture témoigne avec d'autres. J'ai beaucoup d'échos aussi en retour de gens qui se disent nourris, la journée éclairée, éveillée. Et vraiment, c'est des choses vécues au plus près du cœur, quoi, dans ces moments d'écriture. Vous rendez aussi une part à Hélène, bien sûr. Comment ne pas penser à Hélène quand on parle de René Guicadou? Pour vous, Hélène, qu'est-ce qu'elle représente? Alors, elle représente un don de sa vie admirable pour son mari, son amoureux, dans l'absence, 63 ans quand même d'une fidélité dans l'ombre d'abord, puisqu'elle a quitté Louis Fer après la mort de René. Elle a, je crois, été bibliothécaire à Orléans pendant des années, et puis c'est simplement, après sa vie professionnelle, accueillie par des amis de René Guicadou, de Louis Fer, de Nantes et Chateaubriand, qu'elle a pu revenir, qui était comme une sorte de rêve, en fait, hein, dans cette maison d'école de Louis Fer, et consacrer toute sa vie et de nombreuses années encore à faire rayonner et résonner l'œuvre de René Guicadou auprès des enfants, des écoles, des artistes, dans tout le pays nantais et bien au-delà. Donc à ce titre-là, c'est une femme admirable, mais je pense que c'était une femme d'une humilité, d'une simplicité, d'une intelligence, d'une poésie, qui a une œuvre aussi elle-même admirable. Elle a résisté à l'absence. Oui, tout à fait, quoi. Elle a gardé le lien avec lui, avec l'absence. Oui, et je pense que la poésie a été aussi pour elle, dans un premier temps, elle a arrêté d'écrire d'ailleurs quand elle a rencontré puis épousé René, alors qu'elle avait aussi écrit quelques poèmes avant. Elle a mis quelques temps à y revenir, mais quand même assez rapidement, on sent que la poésie a été pour elle aussi le noyau de la relation chevillée à l'absence. Persistance en dépit de l'absence, et avec une foi chevillée au corps pour le coup. Oui. Le passage que vous préférez dans votre livre, Jean, c'est lequel? Alors, je me dis que j'ai fait des rencontres dans ce livre, et notamment des auteurs qui ont magnifiquement écrit sur René Guicadou. Et parmi ces rencontres, un auteur qui a écrit des articles, en fait, qui est professeur et qui, depuis près de 20 ans, transmet l'amour de la poésie de René Guicadou à ses élèves de lycée à Lille. Et la manière dont, en quelques mots, il évoque cette traversée de l'absence chez René Guicadou en faisant un artiste du vitrail, m'a trouvé une image tout à fait exceptionnelle pour traduire René Guicadou. Est-ce que vous pouvez nous lire ce qui vous touche le plus? Le début de quelques mots. Oui. Particulièrement éclairante pour conclure cette approche de la libre spiritualité de Cadou, la vision de Jean-Louis Cloët. Ce professeur de lettres, écrivain et poète, après avoir transmis pendant plus de 20 ans sa passion de la poésie de Cadou à ses étudiants, a fini par dégager la figure qui, à mes yeux, rend sans doute le mieux compte de cette œuvre, vouée à percer de clarté les murs de l'absence. En deux textes, l'un de 1998, l'autre de 2001, il met au jour avec toujours plus de justesse l'arche de lumière sous la voûte de laquelle se tient dressé tel un veilleur, obstiné, le poème Cadou. C'est ainsi qu'il fait de lui le poète composant la plus belle et la plus lumineuse œuvre vitrail de la poésie française au XXe siècle. Héritier, affirme-t-il, des romantiques allemands,
dont souligne Hélène, il était un lecteur friand. C'est dans les pas de Novalis ou d'Hölderlin que Cadou entend ainsi l'écho durable de cette voix qui frappe à l'obscur tympan du monde et qui chante sous les balles. Donc c'est un peu ce qui vous a fait approcher de l'œuvre, du livre, et c'est votre livre quelque part. C'est le point de rencontre avec... cette intuition de ce poète devant sa fenêtre ouverte sur la campagne, dans la chambre, on va dire, du deuil, parce qu'il est tellement habité de toutes ses absences, et pas simplement celle de Guy, qui semble plus ténue dans l'œuvre, si ce n'est que le prénom de Guy est au fronton de l'œuvre poétique de René Guy Cadou, mais celle de sa mère, de son père, de toutes les affaires personnelles et de la maison familiale qui a disparu. Il est dans cette chambre de deuil, mais habité de la présence d'Hélène qui se tient à ses côtés, assise sur le canapé. Magnifique. Pendant que lui, dès qu'il fait beau, la fenêtre est grande ouverte. Autrement, il y a un feu qui ronronne à ses côtés, mais toujours devant la fenêtre, et la nature, et cette transparence, et cette image du vitrail pour traverser le mur de l'absence que Jean-Louis Cloët fait résonner, je trouve, est tout à fait magnifique. Cadou dit « J'écris pour me sauver, pour saluer ce qui reste, un bourgeon de soleil oublié sur ma veste, une main reconnue qui se fond dans ma main, et les géographies tremblantes du chemin. » Les géographies tremblantes du chemin m'interpellent parce que vous êtes un grand marcheur, Jean. Oui. C'était vraiment un amant, on va dire, de la nature, quoi, de la dimension végétale. Alors moi aussi, je regrette vraiment profondément aujourd'hui quand je suis dans la nature, et la douleur et la souffrance sont presque trop présente pour que je me laisse, comme je l'ai été tellement au fil des années, habité par cette joie, cette allégresse d'être debout, de marcher, d'écouter les feuilles dans les arbres. Mais voilà, je continue le chemin, et voilà, je ne désespère pas aussi de la médecine, des choses qui peuvent s'améliorer. Est-ce que la nature et ce chant des arbres que vous écoutez, que vous avez appris aussi à écouter, est-ce qu'il guérit? Est-ce que c'est un guérisseur? Oui, je crois, un apaiseur, on va dire, un initiateur au silence intime et profond. Pour moi, la nature, c'est le silence, quoi, et qui est habité de bruit, de résonance, de bruit d'oiseaux. Mais c'est plus notre bavardage mental, c'est plus tout ce qui nous encombre. Quand on est chez nous, bon, il y a les réseaux, le téléphone, il y a toute la télévision, tout ce qu'on veut. Même les livres, à la limite, on est délivré de tout cela, et on est face au grand silence de la nature, de la vie, dont on est des habitants reconnaissants, en gratitude. Et là, on éprouve, quoi, ce sentiment d'être pleinement vivant. Je fais un ricochet vers vous encore. Est-ce que c'est la joie que vous chantez en marchant? Ou bien est-ce que c'est davantage comme un chant, vous savez, ces chants de marche, comme quand il faut rester réveillé pour ne pas s'endormir, comme un chant scout un peu, et un peu, sans que ce soit un chant scout, mais vous savez, quand il faut... Oui, un chant d'allégresse parfois, oui, peut-être pour se tenir en éveil, et à la fois accueillir la joie de l'instant, mais peut-être se dire c'est fragile et c'est précieux, et comment par des mots sauvegarder un rythme, autant que les mots, c'est le rythme, quoi, qu'on retrouve de souvent cette dans vos joie, poèmes. quoi. Vous avez un rythme qui nous donne envie de marcher aussi, nous-mêmes. Oui, je pense. Est-ce que vous êtes un pèlerin de la poésie? Parce que le mot pèlerin n'est pas seulement religieux, je crois. Oui, on peut dire ça. Puis il est devenu justement la marque de ce grand exode, justement de ce chant religieux, où par la marche, par le pèlerinage, même vers des lieux hautement religieux, beaucoup de gens incroyants ou agnostiques. Et vraiment, je me plais à souligner ce lien, parce que alors que j'ai toute cette culture croyante, chrétienne, etc., je me sens fondamentalement en solidarité aujourd'hui avec ces chercheurs de l'intime et du divin, et ces marcheurs. Et aujourd'hui, le pèlerinage est le lieu exemplaire de cet exode, où les gens cherchent, sont en quête avec leurs doutes, et en même temps cherchent une direction, une étoile. J'aime beaucoup ce mot exode.
L'exode mène quelque part toujours? Ou bien ce n'est pas le bout alors du chemin qui compte? il nous a franchis déjà, il nous a franchis de certitudes, Oui. de choses qu'on croyait trop bien savoir, d'appartenance qui nous sécurise. Il nous amène vers une intranquillité, une insécurité fondamentale. Et alors Sullivan est pour moi le maître de l'exode, quoi. C'est mon maître intérieur à ce titre-là. Jean, toujours Cadou qui dit « Je cherche un homme en moi à qui parler ». Et j'ai l'impression que vous aussi, vous cherchez en vous un homme à qui parler, mais en même temps, vous semblez nous parler à nous. Est-ce que c'est une double parole? Ou bien est-ce que uniquement vous l'envoyez vers l'autre et vous la cherchez en même temps vous-même? Je pense que c'est juste que je la recherche. Je pense à tous ces hommes dont j'ai fait le récit de la vie secrète, intime. Georges Perros, Félicité Dlamé, Jean Sullivan, René-Guy Cadou maintenant, et puis d'autres dans des textes plus courts, Guilvic. Donc je pense que ce dialogue, mais il y a eu aussi Christiane Singer, Timitsou, etc. Mais je pense qu'il y a quelque chose chez moi de la quête, oui, fondamentale d'une fraternité. Puis j'ai rencontré des hommes dans mon existence humaine qui ont été pour moi vraiment des cadeaux de la vie. Donc je pense que cette quête de fraternité, au-delà de cette sororité avec cette sœur disparue, elle est fondamentale. Mais du coup, oui, elle a quelque chose qui s'ouvre aussi vers bon, le tout venant, le mot est peut-être pas très, très joli, non, mais vraiment le désir de s'adresser à tout un chacun, quelle que soit son appartenance culturelle ou religieuse, ou ses incroyances, ou agnosticisme, voilà. De temps en temps, vous nous ouvrez des fenêtres vers votre famille, votre épouse, vos enfants qui font de la musique. Est-ce que la famille joue un rôle de stabilité, alors, à la fois par rapport à la souffrance, par rapport à la méditation, c'est-à-dire qu'on se sent plus libre? C'est un pôle, hein, c'est un pôle d'ancrage, de fidélité, d'appartenance, de joie, de se retrouver, de sécurité aussi, quand on est dans cette vulnérabilité que je traverse, de traces laissées, de continuité, puis au-delà, la famille élargie, la filiation, la génération, enfin tout ça, c'est un... Mais voilà, moi, la grâce de cette expérience familiale, c'est qu'elle m'a laissé libre, en fait, d'aller vers moi-même, vers des rencontres, vers cette jubilation que peut donner l'existence quand on est à la fois ancré et en même temps, je pense à la figure de l'arbre, ouvert et en mesure d'aller vers l'altérité, vers l'autre. J'aime beaucoup quand vous parlez des arbres, parce qu'une feuille dans un arbre, qu'est-ce qu'il lui faut du temps pour germer, et combien elle est éphémère, le moindre coup de vent peut la faire tomber. Et vous avez une croyance à la fois dans le tronc et dans le paysage de l'arbre. C'est une force, tout ça? Oui, alors bon, je pense que c'est une figure universelle qui nous touche tous, et puis dans cette fragilité de notre planète aujourd'hui, de notre existence à tous, incertitude du lendemain, l'arbre est devenu, puis on découvre qu'ils communiquent entre eux, etc. Là, on est rentré dans une grande période de découverte, de sensibilité de l'arbre. Bon, moi, c'est vraiment une intuition, mais dans un lieu familial, justement, quand j'ai donné ce nom, l'enfance des arbres, au milieu de magnifiques arbres, pas chez moi à Hennebon, mais dans un autre lieu à côté de Dinan. Et c'est né comme un poème, l'enfance des arbres. Je ne pensais pas encore du tout ce que ça allait devenir, mais j'ai créé ce blog avec ce nom-là, il y a 12 ans maintenant, puis il y a 5 ans, il y a eu ces partages avec Facebook. Et puis il y a eu cette maison d'édition il y a 2 ans et demi. Donc l'enfance des arbres continue à faire des enfants. Voilà, à faire des enfants. Jean, j'aime beaucoup la page de couverture, la première de couve de votre livre. Et Cadou avec ce végétal en quelque sorte. Vous avez
quelqu'un qui a fait de très belles aquarelles aussi. Vous pouvez nous en dire un peu comment ça se passe, ce travail entre l'écriture et les dessins? C'est un ami, comme alors la maison d'édition, depuis 2 ans et demi, s'est trouvé, c'était pas un choix délibéré au départ, mais tous les ouvrages sont illustrés en fait. Donc il y a des artistes aquarellistes, comme c'est le cas, mais du pastel, de la photo, de la calligraphie, enfin gravure. Et là, c'est un ami de Lorient qui nous faisait part, et il a beaucoup voyagé avec son épouse, au retour, sa femme écrit, en fait, fait le récit. Et lui, il fait des magnifiques aquarelles, des visages, des personnes rencontrées, des paysages. Et donc, j'ai eu l'idée de le solliciter pour cet ouvrage sur René Guicadou. Et du coup, il a fait à la fois des visages, bon, tous ne sont pas dans le livre, mais aussi des paysages de la Brière, de la maison de Louis Fer. Et je suis très reconnaissant, puisque ça donne vraiment un éclairage à ce livre et une beauté supplémentaire, on va dire. Ouais. Vous avez une très belle postface, une belle préface, vous avez vraiment des choses magnifiques et j'invite tout le monde à aller voir ce livre, à aller le lire aussi. Je vais lire simplement ce que vous avez mis vous-même. René Guicadou, une puissance d'éveil sans pareil. J'ai cherché à comprendre d'où venaient les accents si sincères, si profonds et si lumineux qui traversent la poésie de René Guicadou. Où avait-il puisé de telles ressources de création fraternelle qui, malgré l'épreuve de la maladie et son départ si prématuré, auront fait de son existence et de son œuvre une vie entière, une vie donnée. Je me suis laissé saisir par l'étonnante modernité spirituelle de cette existence vouée à l'écoute intérieure, à la poésie et au chant. C'est de vous, Jean Avoué. Et nous sommes à la fin de ces ricochets, un peu bruyants certes, mais on dira que le poète est dans la vie de tous les jours. Et je vous remercie. Est-ce que vous auriez quelque chose à ajouter, à nous dire, comme mot de la fin, entre le percolateur et le bruit? Oui, un grand merci, puisque oui, j'éprouve la poésie de ce lieu pour des rencontres que j'y ai vécues à la Maison de la Radio avec Lélie Anvar à côté, une amie proche du quartier que j'avais retrouvée à cette occasion-là et avec laquelle je me sens en grande communion, et on se l'est dit avant ce week-end. Donc voilà, la poésie est toujours présente. En tout cas, pour nous, c'était un grand moment parce que vous êtes rare et en même temps, on vous lit, vous êtes familier, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et je vous remercie infiniment, infiniment. Merci beaucoup pour ces ricochets. Et on fera plus tard un rendez-vous à nouveau, un rendez-vous de Jeanne, en parlant du livre, de l'écho du livre, où on peut commander votre livre, Jean. Alors, dans toutes les librairies, il est d'ores et déjà référencé sur le logiciel des librairies, mais on peut éventuellement le commander directement à la maison d'édition à Hennebont. Oui. Donc, c'est L'Enfance des arbres, 3 places Vieille-Ville à Hennebont. Très bien. Alors je vais dire ce qu'on ne voit pas dans les coulisses de l'Exploit, mais Madame Lavoué est là aussi. Donc on la remercie à la fois de sa présence et de son renfort, parce que ça fait plaisir qu'elle soit avec nous. Ça me réconforte moi aussi en vous parlant. Voilà. Un grand merci, vraiment. Merci à vous deux. Merci beaucoup, Jean. Merci Jeanne.